Et si on pouvait échanger de la valeur, conclure des accords, même gérer ses finances, sans passer par une banque ou un autre intermédiaire classique. Ça sonne un peu science-fiction, hein? Un peu, oui. Mais c'est la promesse derrière des technologies dont on entend parler un peu partout, la blockchain, les smart contracts et la DeFi. Après avoir exploré un peu le Bitcoin et les stablecoins, on va aujourd'hui plonger vraiment au cœur du réacteur, si on peut dire. Mhm. C'est parti pour une analyse un peu plus poussée de ces concepts qui pourrait bien redéfinir pas mal de choses. Absolument. L'idée, c'est vraiment démystifier tout ça, comprendre comment ça marche, bien sûr, mais surtout, je pense, saisir pourquoi c'est potentiellement révolutionnaire. Oui. Pas seulement pour la finance, d'ailleurs. Et aussi identifier les points importants, les points d'attention, quoi. On va essayer d'aller un peu plus loin que la simple description technique. Ok, alors, déballons tout ça. Commençons par la base, la blockchain. Pourquoi on a eu besoin de ça, en fait? Alors, le point de départ, c'est vraiment la question de la confiance. Aujourd'hui, si on fait un virement, même simple, 1000 euros, on fait confiance à qui? À notre banque. Bah oui, C'est elle qui tient les comptes, qui exécute l'ordre. C'est un système centralisé. La question qui a mené à la blockchain, c'était un peu, est-ce qu'on pourrait pas créer un système de confiance sans dépendre d'une autorité centrale? Gérer nous-mêmes un registre qui soit fiable. et la réponse c'est la blockchain. Exactement. C'est une technologie de registre numérique. Une sorte de grand livre de comptes, mais avec deux spécificités majeures. Il est distribué, chaque participant important du réseau, il en a une copie. D'accord. Et il est décentralisé. Personne, aucune entité seule ne le contrôle vraiment. C'est un peu comme si, dans un groupe d'amis qui se prêtent de l'argent, tout le monde notait chaque transaction sur son propre petit carnet et on vérifiait que tous les carnets sont pareils. C'est une bonne image pour commencer, oui. Plutôt que de faire confiance à une seule personne, la banque, on fait confiance à la transparence, à la redondance du groupe. Et ces pages du carnet dans la blockchain, on les appelle des blocs. Des blocs, d'accord? Ils contiennent juste une liste des transactions qui ont été validées pendant une certaine période, par exemple les 10 dernières minutes. Et pourquoi chaîne alors? Chaîne de blocs? Ah, parce que chaque nouveau bloc qui est validé, il est lié cryptographiquement au précédent. Ça forme une chaîne, dans l'ordre chronologique. Ok. Imaginez un peu le pic du comptable où on empile les additions. Chaque nouvelle addition, elle repose sur la précédente. On ne peut pas en enlever une au milieu sans que ça se voit tout de suite. Et comment on est sûr que personne triche, que personne va modifier une vieille addition? C'est là que ça devient un peu technique, j'imagine. Un petit peu, mais l'idée de base est vraiment astucieuse. Chaque bloc a une sorte d'empreinte digitale numérique unique. On appelle ça un hash. Un H. Oui. Et ce hash, il est calculé à partir du contenu du bloc et du hash du bloc juste avant lui. C'est cette dépendance qui crée la chaîne. Si on essaie de modifier quoi que ce soit dans un ancien bloc, ça change son hash. Et comme le bloc suivant dépend ce hash, son propre hash va changer aussi, et ainsi de suite. Toute la chaîne après la modification devient invalide. Ah, d'accord. Le réseau entier voit qu'il y a un problème et rejette la modification. C'est ça qui rend la chaîne quasi inviolable. C'est cette liaison mathématique, en fait. Précisément, c'est ce qu'on appelle l'immutabilité. Le fait que ce qui est écrit ne peut plus être changé. Mhm. Et pour ajouter un nouveau bloc valide, il y a un processus. Historiquement, avec le Bitcoin par exemple, c'était la preuve de travail, le fameux proof of work. Ah oui, la preuve de travail, les mineurs. C'est le truc qui consomme énormément d'énergie, c'est ça? Oui, c'est le grand reproche qu'on lui fait. Pour faire simple, les mineurs, qui sont en fait des ordinateurs très puissants, ils dépensent beaucoup de puissance de calcul pour résoudre une sorte d'énigme mathématique. D'accord. Le premier qui trouve la solution, il prouve son travail, ça lui donne le droit d'ajouter le nouveau bloc à la chaîne, et hop, il est récompensé pour ça. D'accord. C'est ce processus qui est très coûteux en énergie, mais c'est aussi ce qui sécurise le réseau. Ça rend la triche extrêmement chère et difficile. Mais, il faut le dire, de plus en plus de blockchains utilisent maintenant d'autres méthodes, comme la preuve d'enjeu, le proof of stake. Moins gourmande en énergie, du coup. Beaucoup moins, oui. Hmm. C'est un point important. Ok, donc si je résume, l'essentiel, la blockchain, c'est un registre partagé, sécurisé par des maths, par de la cryptographie entre les blocs, C'est ça. validé par le réseau lui-même, donc transparent, très dur à falsifier et sans autorité centrale. Une base de données distribuée et sécurisée, quoi. Voilà, c'est une bonne synthèse. Une infrastructure de confiance numérique. Et c'est là justement que ça devient vraiment intéressant. Ah,
Parce que cette infrastructure, elle ne sert pas qu'à enregistrer des transactions genre Bitcoin. On peut y faire tourner Du code, du code, comme des... des programmes. sur la blockchain elle-même. Exactement. C'est l'étape d'après, les smart contracts, ou contrats intelligents. Imaginez des mini-programmes. Leur code est stocké et exécuté directement sur la blockchain. OK. Et leur particularité, c'est qu'ils exécutent automatiquement des actions qui sont définies à l'avance dès que certaines conditions sont remplies. Le fameux si X se produit, alors faire Y. Donnez-moi un exemple concret que je visualise bien le truc. Alors, prenons une assurance annulation de vol. On pourrait imaginer un smart contract qui dit si le vol Air France AF 123 du 15 octobre est annulé, Oui, information vérifiée via une source de données externe, fiable, qu'on appelle un oracle, un oracle, d'accord. alors rembourser automatiquement le prix du billet, disons 200 € en stablecoins sur le portefeuille numérique du passager. Le contrat vérifie l'info, le vol est annulé ou pas, et il exécute le paiement. Sans intervention humaine, sans paperasse, sans délai. Ah ouais, c'est puissant ça. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de faire confiance à l'assureur pour traiter le remboursement, ou même à un gestionnaire. La confiance, elle est dans le code, en fait. C'est l'idée fondamentale, oui. La confiance, elle se déplace. De l'intermédiaire humain ou de l'institution, elle va vers le code informatique. Un code qui est transparent, souvent open source d'ailleurs, Mhm. et dont l'exécution est garantie par la blockchain sur laquelle il tourne. Et une fois qu'il est déployé, ce code, en général, il est immuable, tout comme les transactions. Ethereum a été la grande plateforme pionnière qui a popularisé ça. Ah oui, Ethereum. Voilà. Ça a permis la création de milliers d'applications décentralisées, les dApps. Donc c'est plus seulement un registre, c'est carrément une plateforme d'exécution pour des règles automatiques, transparentes. L'implication clé, c'est l'automatisation sans besoin de confiance préalable entre les parties. C'est une des implications majeures, oui. Ça ouvre la porte à des interactions, des accords qui n'étaient pas possibles avant, ou alors qui demandaient des intermédiaires très coûteux. Et j'imagine que si on combine cette base de registres super sécurisée, la blockchain, avec ses programmes automatiques, les smart contracts, le monde de la finance a dû y voir des possibilités énormes. C'est ça, la fameuse DeFi? DeFi, exactement. DeFi pour finance décentralisée. C'est un terme un peu fourre-tout qui recouvre toutes les applications, les services financiers qui sont construits sur des blockchains publiques et qui utilisent massivement les smart contracts pour automatiser les opérations. Mais est-ce que c'est juste la banque ou la bourse, mais sur la blockchain? Ou est-ce que ça propose des trucs vraiment nouveaux? Il y a un peu des deux en fait. On retrouve des services financiers assez classiques, comme le prêt, l'échange, mais réinventés sans les intermédiaires traditionnels. Et surtout, on voit émerger des mécanismes financiers qui sont parfois totalement inédits. Ce qui est fascinant ici, je trouve, c'est la notion de composabilité. Composabilité, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez un peu des briques de Lego, mais financières. Chaque application DeFi, un protocole de prêt, une plateforme d'échange, etc., c'est comme une brique. Ok. Comme elles sont toutes construites sur des standards ouverts, surtout sur Ethereum au début, on peut les assembler. On peut les composer pour créer des stratégies ou des produits financiers plus complexes. Ah d'accord. On peut, par exemple, emprunter sur une plateforme, utiliser ces fonds pour apporter de la liquidité sur une autre, et puis déposer les titres de participation de cette liquidité comme garantie ailleurs. Tout ça de manière automatisée par des smart contracts. C'est quelque chose qui est juste impossible à faire aussi fluidement dans la finance tradie. D'accord, ok, ça ouvre des perspectives assez folles. Quels sont les exemples les plus courants de services qu'on trouve en DeFi? Alors, On peut en citer deux grands types pour bien illustrer. Premièrement, le prêt et l'emprunt, ce qu'on appelle lending borrowing. oui. Ça permet de déposer des cryptos pour gagner des intérêts, ou alors d'emprunter d'autres cryptos en laissant les premières en garantie, en collatéral. Mhm. Le taux d'intérêt, il est souvent fixé par l'offre et la demande via un algorithme. Et tout le processus, prêter, rembourser, liquider si la garantie baisse trop, c'est géré par des smart contracts. Pas besoin de banquier, pas de dossier de crédit. Mais il faut une garantie, quand même. Ah oui, et souvent une garantie supérieure à ce qu'on emprunte. C'est ce qu'on appelle la surcollatéralisation, pour se protéger si le prix des cryptos déposés chute brutalement. D'accord. Et le deuxième grand type? Les échanges décentralisés, les DEX. Les DEX, oui. Des plateformes comme Uniswap, par exemple. Ça permet d'échanger une crypto contre une autre, directement depuis son propre portefeuille numérique, sans passer par un intermédiaire centralisé, type Binance ou Coinbase.
qui, eux, détiennent vos fonds pendant l'opération. Ah oui, c'est différent. Là, les échanges se font via ce qu'on appelle des pools de liquidités. Ce sont d'autres utilisateurs qui déposent leurs cryptos pour permettre les échanges. Et les prix sont fixés par des algorithmes dans les smart contracts. C'est le fameux principe « tenez vos propres clés », on garde le contrôle de ces actifs. Donc, plus de contrôle, potentiellement plus d'efficacité, des mécanismes nouveaux, mais ça me semble aussi complexe et peut-être assez risqué, non? Quels sont les revers de la médaille? Absolument. Il faut être très très conscient des risques. Premier point important, la décentralisation, elle n'est pas toujours aussi parfaite qu'on le dit. Ah. Oui, il faut vraiment creuser pour voir le degré réel de décentralisation. Donc, la promesse de sans intermédiaire, elle est pas toujours totalement tenue, en fait. Disons qu'il y a des nuances très importantes. Le deuxième gros risque, c'est la sécurité même des smart contracts. Les bugs? Exactement. Le principe code is law, le code fait loi, c'est puissant. Mais si le code contient une faille, un bug, il peut être exploité par des hackers pour voler tous les fonds qui sont déposés dans le contrat. Et on ne peut rien faire. Souvent non. Comme la blockchain est immuable, c'est très difficile, voire impossible, de récupérer les fonds volés. Il existe des audits de code, bien sûr, mais ils ne sont jamais infaillibles à 100%. On passe d'un risque de contrepartie, la banque fait faillite, à un risque technologique, le code a un bug. D'accord. C'est un autre type de risque. Et quid des rendements qu'on voit parfois? Des trucs astronomiques? 10 000% par an? Ça semble... Suspect, non? Très suspect, et ça l'est souvent. La première question à se poser, c'est d'où vient ce rendement? Très très souvent, ces rendements délirants, ils proviennent juste de l'émission massive d'un nouveau jeton propre au protocole qu'on distribue comme récompense. Ah oui? Les gens reçoivent ces jetons, qui au début ont une certaine valeur affichée, et les vendent immédiatement sur le marché. Ce qui fait évidemment chuter leur prix très vite. Donc le rendement affiché, basé sur la valeur initiale du jeton, il n'est absolument pas durable. C'est souvent un miroir aux alouettes. Les rendements réels et plus durables en DeFi, ils viennent plutôt des frais de transaction sur les DEX ou des intérêts payés par les emprunteurs sur les plateformes de prêt. Et ces rendements-là, ils sont beaucoup plus modestes, mais plus réalistes. Donc, méfiance et scepticisme sont vraiment de mise face aux promesses trop belles. Un indicateur comme la TVL, la Total Value Locked, la valeur totale bloquée dans un protocole, est-ce que c'est fiable pour juger? C'est un indicateur de popularité, oui. Ça montre une certaine confiance relative de la part des utilisateurs. Mais ce n'est absolument pas une garantie de sécurité ou de rentabilité. Ah non. Non. Des protocoles avec des milliards de dollars de TVL se sont fait pirater. La règle d'or en DeFi, ça reste DYR. Do your own research. Faites vos propres recherches. Et surtout, n'investissez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. C'est crucial. Ok. On voit bien le potentiel de DeFi, de transformation, mais aussi tous les défis. Est-ce que tout ça, c'est prêt pour une adoption à grande échelle, au-delà des passionnés de crypto? Il y a clairement une vision, oui. Celle d'un Web3, d'une économie numérique plus ouverte, plus transparente, moins dépendante des grandes plateformes centralisées qu'on connaît. Mais sur le plan technique pur, on bute encore sur des obstacles assez majeurs. Ce fameux trilemme qui dit qu'il est très difficile d'optimiser en même temps 3 propriétés qui sont essentielles. La sécurité, la décentralisation et la scalabilité. La scalabilité, c'est la capacité à traiter beaucoup de transactions. C'est ça, la capacité à traiter un grand nombre de transactions rapidement. Actuellement, les blockchains les plus sécurisées et les plus décentralisées, comme Bitcoin ou Ethereum, avant ces évolutions récentes, sont relativement lentes. On parle de quelques dizaines de transactions par seconde. Oui, c'est peu comparé à Visa, par exemple. Voilà. Visa, c'est des dizaines de milliers par seconde. Donc, pour augmenter la vitesse, la scalabilité, on doit souvent faire des compromis, soit sur la décentralisation, soit sur la sécurité. C'est un énorme défi technique que beaucoup d'équipes essayent de résoudre en ce moment. Et les coûts de transaction? J'ai entendu dire que parfois, ça coûte cher d'utiliser ces réseaux. Oui, c'est vrai. Surtout quand le réseau est très utilisé, congestionné. Les frais peuvent devenir vraiment élevés, prohibitifs pour des petites transactions. Payer un café en Bitcoin aujourd'hui, c'est pas vraiment envisageable à cause des frais. D'accord. Il y a des solutions qui se développent, qu'on appelle les couches 2 ou layer 2, pour essayer de rendre les transactions plus rapides et moins chères.
Mais bon, ça ajoute encore une couche de complexité. Et puis, il y a toujours la question de la consommation énergétique du Proof of Work, même si, comme on disait, le passage au Proof of Stake pour Ethereum et d'autres est une réponse importante à ce problème. Bon, si on devait synthétiser un peu toute notre exploration d'aujourd'hui, Alors, on a vu la blockchain comme cette nouvelle forme de registre, distribué, sécurisé, qui crée une base de confiance sans avoir besoin d'une autorité centrale. oui, Ensuite, les smart contracts, comme des programmes qui s'exécutent tout seuls sur cette base et qui permettent d'automatiser des accords, de la logique métier, de façon transparente. c'est ça. Et enfin, la DeFi, comme cet écosystème financier qui émerge, qui utilise ces outils pour proposer des services prêts, échanges, rendements de manière plus ouverte, mais avec des risques bien spécifiques, technologiques et économiques, qu'il faut absolument comprendre avant de s'y aventurer. Et le fil rouge de tout ça, c'est vraiment cette idée de désintermédiation, de transférer la confiance qu'on mettait dans les institutions vers le code et le réseau lui-même. C'est le cœur de la proposition de valeur, tout à fait. Mais au-delà de la finance, qui est le cas d'usage le plus visible aujourd'hui, la question qui se pose et qui est passionnante, je trouve, c'est quels autres domaines pourraient être vraiment profondément transformés par cette capacité à créer des registres infalsifiables et des règles automatiques et transparentes. On pense tout de suite à la logistique, peut-être la gestion des droits d'auteur, le vote électronique, la certification de diplôme, la gestion des identités numériques, l'immobilier même, pourquoi pas? Exactement. Si on arrive à surmonter les défis techniques, réglementaires aussi, le potentiel d'application semble immense. Ça pourrait toucher vraiment de nombreux aspects de nos sociétés. C'est une piste de réflexion fascinante pour l'avenir. Une question passionnante en effet. Le monde de la finance, de la technologie, ça bouge très très vite. Pour continuer à y voir un peu plus clair et à comprendre ces évolutions simplement, pensez à suivre Esprit Finance pour nos prochaines analyses dans Radio Finance.